Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Je l'avais d'abord vous rappeler que la prochaine conférence aura lieu un samedi à partir de 14h30 et ce sera le 12 mars, le samedi 12 mars. Et nous recevrons Dominique Barthélemy, qui est professeur à la Sorbonne et qui viendra nous parler d'Enguerrand 3 de Coucy. Voilà, donc retenez bien un samedi à 14h30, ne vous inquiétez pas, la porte donnant accès au parking sera ouverte, même s'il n'y aura aucun employé ici. Donc, voilà. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck Tison et Guy Marival. Bon, Guy Marival, vous le connaissez, c'est un habitué. Franck Tison, il vient ici pour la première fois. Donc, il est professeur d'histoire et de géographie à Avignon et il travaille sur la Première Guerre mondiale. Et je vous rappelle que Guy Marival a dirigé un ouvrage qui a été publié par la Société historique de la Picardie au mois de décembre, donc au jour le jour dans l'aile occupée 1914-1918, donc un recueil de témoignages de civils. Si vous ne l'avez pas encore, dépêchez-vous, parce que le stock fond à vue d'œil et j'ai apporté les derniers exemplaires ce soir. Hein, donc, je suis pas sûr que dans un mois, il y en ait encore. Hein, donc, dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore. Voilà, donc je leur laisse la parole. Merci. Est-ce qu'il faut vraiment... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. La guerre donc oppose, mais la guerre peut aussi rapprocher. C'est ce qui s'est passé donc au lendemain de l'armistice, avec un mouvement de solidarité sans précédent dans l'histoire, qui s'est développé en faveur des départements sinistrés et en premier lieu, bien sûr, à l'égard du département de l'Aisne, qui est le plus sinistré de tous les départements après la guerre de 14-18. La guerre oppose, mais elle peut rapprocher. La preuve, je ne suis pas venu tout seul et pour tout vous dire, Franck Tison, qui est à côté de moi, je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas vu avant 14h cet après-midi. Mais je vous rassure, on a quand même échangé par mail. Je vais vous raconter d'ailleurs un petit peu cette histoire. Puisque, en fait, ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de vous parler des adoptions. Il y en a peut-être même qui se sont dit, mais il n'y a pas d'autre sujet. En novembre 2009, il était déjà venu nous parler de la France et l'économie au secours de l'Aisne dévastée. Bon. Et oui, on avait, à l'époque, c'était un peu un premier bilan des recherches que je menais épisodiquement, on va dire, parmi les différents sujets sur lesquels je travaille. Et j'avais essayé de vous expliquer donc toutes les difficultés, vu notamment l'extraordinaire dispersion des sources, hein, plus de 800 communes dans l'Aisne, qui ont été adoptées par parfois plusieurs communes, donc ça fait des milliers et des milliers de lieux possibles. Toutes les difficultés donc pour arriver à avancer sur un pareil sujet. J'avais surtout fait une typologie, des types d'adoption, une chronologie, ou en tout cas une hypothèse de chronologie, avec quelques exemples, Lyon, marraine de Laon, bien sûr. Puis je vous avais raconté aussi l'histoire assez extraordinaire de Mont-Saint-Lannoy, donc qui était devenue la filleule d'Aix-en-Provence, après une chasse aux marraines assez fantastique, donc menée par le curé du village. Aujourd'hui, c'est un nouveau rapport d'étape que je vais vous proposer avec Franck Tison. Et en fait, si nous avons, c'est pas seulement parce que bon, c'est l'hiver, le temps est triste. J'allais vous parler du Vaucluse, donc, et vous avez déjà vu un certain nombre de localités qui doivent faire un peu titiller vos esprits, saliver vos papilles peut-être. Vous avez vu Vaqueras, vous avez vu Châteauneuf-du-Pape, vous avez vu Gigondas, Sablé, Baume de Venise, etc. Bon, c'est pas seulement un plaisir de saison, hein, c'est en fait une retombée du centenaire, si nous sommes tous les deux ce soir, ici. Alors en fait, la scène se passe il y a un petit peu plus de 2 ans, décembre 2013. Je suis à l'extérieur de chez moi, coup de téléphone.
je me précipite quand même, j'attendais un autre appel, bon, plus familial. Et puis au bout du fil, une voix du Midi, féminine, charmante, avec un accent agréable. Pas l'accent marseillais, mais un accent plus agréable. Et donc, j'ai rien contre les Marseillais, hein, et donc, cette personne me dit, voilà, je travaille au syndicat d'initiative de Visan. Alors Visan, vous voyez, c'est dans l'exclave du département du Vaucluse qui se trouve donc dans la Drôme. Alors ça va être compliqué, ça, si c'est là. Vous voyez, donc c'est l'enclave de Valréas, qui est là, et Visan, c'est ici. C'est d'ailleurs là où a été enregistré ce midi et hier le jeu des 1000 € sur France Inter. Mais on n'est pas du tout de connivence avec France Inter. C'est le hasard, encore une fois. Et donc elle me dit, voilà, figurez-vous qu'on prépare le centenaire pour l'année prochaine, c'était fin 2013, une exposition, on fait des recherches, et quelqu'un a trouvé une délibération du conseil municipal qui n'était même pas dans le registre, qui était une feuille volante, qui dit que la commune de Visan a versé de l'argent pour la commune de Lapion, donc à côté de Sissonne. On s'étonne de cela, alors j'ai téléphoné à Lapion, ils n'ont pas su me dire, ils m'ont donné votre nom. Bon, alors je ne sais pas qui, et je ne sais toujours pas qui a donné le nom. Et donc j'ai pris contact, je lui ai expliqué ce que je savais, et puis elle m'a dit, ah mais c'est pas moi qui ai trouvé le document, c'est une madame Gisèle Charavin, donc j'ai eu au téléphone. Et madame Gisèle Charavin, je lui ai dit, écoutez, il faut que vous alliez aux archives départementales à Avignon, donc on pourrait pointer à chaque fois, donc plutôt vers le nord, bord gauche, haut du département, là, que vous avez sous les yeux. Et, eh bien, elle va aux archives, et le lendemain, elle m'envoie un mail dans lequel elle me dit, hier, je n'ai rien trouvé aux archives. Par contre, j'ai rencontré un enseignant en histoire qui fait un travail de recherche sur les adoptions du sud de la France. Aussi, je me suis permis de lui donner vos coordonnées. C'est monsieur Franck Guison. Et voilà comment commence l'histoire. Alors après quelques dizaines de mails, quelques conversations téléphoniques, est venue l'idée de faire un article ou des articles, et puis peut-être aussi des conférences, une conférence. Il y en aura d'ailleurs une demain à Saint-Terme, au siège de la communauté de communes de Champagne-Picard, pour le canton de Sissonne, qui est adopté non seulement par le Vaucluse, mais aussi par les Basses-Alpes, pour 6 communes. Et donc c'est pourquoi nous sommes ce soir ici. Et c'est intéressant parce que là, on va renverser la perspective que je vous avais proposée la dernière fois, c'est-à-dire on ne parle pas de l'aine, et on parle de ceux qui adoptent l'aine. Et vous allez voir que l'histoire est peut-être un peu différente, ce qui fait qu'on ne va pas toujours être d'accord peut-être avec M. Tison. Alors comme on n'a rien répété, ça peut peut-être dégénérer notre affaire. Et voilà, donc c'est pourquoi nous vous proposons ce soir donc, ces regards croisés sur les adoptions de communes. Et pour commencer, des regards croisés sur l'origine des adoptions. D'où vient cette idée d'adoption? Franck? Alors, bonjour, rapidement. Sans surprise, l'origine de ces adoptions, moi je la vois dans le sud et je la vois en Provence. Et le point de départ pour moi, c'est ce qu'on a appelé l'affaire du 15e corps. C'est-à-dire c'est un article qui est paru dans Le Matin, signé du sénateur Gervais, qui mettait en accusation les soldats du Midi et qui les accusait d'avoir lâché prise. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un vent de révolte dans le sud, il y a eu une campagne contre les soldats provençaux et ça a créé un émoi terrible et ça a levé une ère de soupçon. Dans le sud, on a eu peur des représailles contre les soldats du Midi. Et donc, ça a créé une sorte de trouble très important dans le sud. Peut-être préciser que c'est dès le mois d'août 14. Dès le mois d'août 14, donc l'article est sorti dans Le Matin le 24 août 1914. Donc ça se passe en Lorraine. Mais donc, grand émoi,
il faut savoir que s'ajoute toute une série d'affaires qui viennent à nouveau, dans les mois qui suivent, jeter le trouble sur l'investissement des soldats provençaux. Il y a d'abord une affaire qui touche Folco de Baroncelli. Folco de Baroncelli, c'est l'inventeur de la Camargue. C'est le prince des Gardians qui aurait eu des propos antipatriotiques. Procédure contre lui, il est muté à Toul. Alors, ce qui le force à quitter sa manade qui était sacrée pour lui. Et il est défendu par toutes les sommités de Provence qui, une fois de plus, se sentent mises en accusation. Dans les jours qui suivent, on accuse la ville de Draguignan de fraternisation avec des officiers allemands qui étaient prisonniers, qui circulaient librement dans la ville. Ensuite, nouvelle affaire à Saint-Rémy-de-Provence, on accuse des grainetiers de commercer avec la Suisse, avec les Pays-Bas, qui ensuite reverseraient ces graines aux Allemands, et donc à nouveau doute sur le patriotisme de la Provence. Et une dernière affaire, celle-là un peu plus tardive, en 1916, il y a un armateur très célèbre qui est accusé d'avoir ravitaillé des navires allemands ou contribué au ravitaillement des navires allemands, et ce personnage qui s'appelle Théodore Manpe va devenir le Judas marseillais. Toutes ces affaires contribuent, encore une fois, à ternir l'image de la Provence et expliquent que très vite, il y a eu une mobilisation pour modifier l'image de la Provence, pour redorer le blason de la Provence. Et donc, dès 1915, il y a la presse marseillaise qui se demande ce qu'on peut faire. Et très vite, il y a des journalistes, en particulier des journalistes du Petit Marseillais, qui vont publier des articles sur ce qu'ils considèrent comme une infamie, hein, et s'en prendre aux insulteurs du Midi. Et ils vont proposer de créer une association qui s'appelle la Provence pour le Nord. C'est le point de départ, à mon avis, des marrainages. Même si ce n'est pas dit ouvertement, cette Provence pour le Nord, qui va être servie par des fêtes, par des collectes, par des ventes de timbres, et déjà prouve une prise de conscience. À l'Assemblée nationale, un député du Vaucluse, dont on va beaucoup parler ce soir, Louis Tissier, crée un groupe interparlementaire pour justement battre en brèche les accusations qui ont touché le 15e corps. Il regroupe 67 parlementaires, dont Clémenceau, qui a été sénateur du Var. Ça va laisser des traces, cette Provence pour le Nord. Et au final, j'insiste sur l'importance de cette Provence pour le Nord parce que sur la durée de la guerre, elle va permettre de collecter des millions qui seront... Alors, la difficulté de savoir après comment ils ont été répartis, mais en tout cas, c'est vraiment le point de départ. Et celui qui va mettre en forme l'idée de marrainage, donc ce n'est pas un journaliste du Petit Marseillais. Il a travaillé pour le Petit Marseillais, mais c'est un journaliste du Petit Var. Et toujours en 1915, lui va ouvertement parler de marrainage, de l'idée de marrainage. Alors l'idée, elle est évidemment liée aux marraines de guerre, et le fait que ce soit un journaliste de Petit Var est intéressant parce que dans la presse de l'époque, on voit ou en tout cas Toulon se targue d'être la ville où il y a le plus de marraines de guerre. Et donc l'idée a germé sous la plume de ce journaliste qui s'appelle Louis Henseling, qui est une pointure en matière de journalisme, et c'était le neveu de Louis Jourdan, qui a été un journaliste républicain important qui était opposé au Second Empire. Et donc lui va écrire dans le Petit Var, il faut marrainer. Il va écrire un article qui s'appelle Le Village Filleul, et c'est important parce que à force de marteler ce message, la presse parisienne va s'emparer de l'idée, et en 1916, deux journaux, Le Petit Journal et l'Excelsior, vont à leur tour faire campagne pour le marrainage interurbain. Et donc l'idée va commencer à gagner. Des maires vont être interviewés, Herriot, le maire de Nantes, le maire de Bordeaux, et vont dire leur assentiment avec cette idée. Alors au départ, ils ne sont pas très chauds pour payer, ils pensent, pour verser des sommes, ils parlent plutôt de marrainage platonique, hein, l'idée d'aider ou de conseiller. Mais petit à petit, quand même, l'idée s'ancre dans les têtes.
d'autant plus qu'elle est relayée par des revues parisiennes, les Annales politiques, également des journaux de tranchée. Il y a un journal de tranchée très intéressant qui est l'Écho des Gourbis, dont le rédacteur en chef est Pierre Calel, et ce journal est très important parce que c'est lui qui a lancé le certificat de marraine de guerre, c'est lui qui a milité pour les permissions pour tous, et donc on trouve par exemple dans ce journal cette allégorie de la cité marraine et du village filleul, hein, à gauche. Vous voyez le village détruit et la ville marraine à droite. Et donc cette allégorie est parue en 1917 dans ce journal de tranchée. Et ce journal de tranchée était très lu. Pas forcément à gros tirage, mais en tout cas très lu. Et Calel avait des relations dans les milieux politiques. Donc petit à petit, vraiment l'idée fait son chemin. Je voudrais insister aussi sur la polysémie du terme marrainage, c'est-à-dire qu'il y a le marrainage intérieur-urbain, mais parallèlement, l'idée germe d'utiliser l'idée de marrainer dans d'autres sphères. On voit surgir un mouvement « l'école pour l'école ». On voit à Avignon surgir un mouvement, la croisade eucharistique, qui propose de marrainer des paroisses. Et donc petit à petit, encore une fois, cette idée gagne du terrain, elle finit par s'ancrer. Mais si je devais résumer ce propos liminaire, c'est vraiment vous dire que la clé est l'affaire du 15e corps. L'affaire du 15e corps qui a jeté l'opprobre sur le soldat provençal. Et c'est quelque chose qui a été vraiment un traumatisme dans le Sud. Aujourd'hui encore, vous avez dans certaines villes des avenues du 15e corps, et c'est à la hauteur de ce traumatisme. Et il y a des historiens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, qui ont vraiment insisté sur ce côté infamant et cette terreur qui est née de cette campagne, parce qu'on a eu peur des représailles sur les poilus de Provence, et donc on a cherché à imaginer un concept pour se racheter, ou en tout cas changer l'image de la Provence qui avait été ternie. Alors vous vous doutez que je ne suis pas entièrement d'accord. La démonstration est excellente et elle est impeccable. Elle va même plus loin que celui qui a le premier, je crois, lancé cette idée, qui est un historien que vous connaissez sans doute, qui avait écrit notamment, enfin c'est son livre le plus connu, Le soldat inconnu vivant, c'est Jean-Yves Le Naour, donc qui a fait paraître en 2010 dans les Cahiers de la Méditerranée, donc un article sur ce qu'il reste justement de cette histoire du 15e corps. Mais il n'a pas rendu à César ce qui revient à César, puisqu'en fait il était resté sur le petit Marseillais et pas sur le petit Var, comme vient de le démontrer Franck Tison. Le bémol que j'apporterai, c'est que il est incontestable, et je suis complètement convaincu que l'idée de marrainage est née dans le Midi, est liée à cette histoire du 15e corps. En revanche, force est de constater que les premières adoptions, les premiers marrainages effectifs, ne sont pas nés dans le Midi. Et en particulier, nous sommes bien placés pour le savoir, nous à Laon ou à Saint-Quentin, c'est bien la ville de Lyon et son maire, donc Édouard Herriot, qui ont été les premiers, dès fin 1917, à jeter les bases d'une véritable adoption et essayer de réfléchir aux modalités que pourrait suivre cette adoption, en particulier sur le plan juridique. Il avait pensé à des syndicats de communes, etc. Et finalement, ne trouvant pas de solution en droit administratif, il a décidé donc de partir seul. Et ça va être des sommes considérables, puisque pour la ville de Saint-Quentin, Lyon va dépenser en 6 ans plus de 2,5 millions de francs de l'époque. Et pour Laon, c'est à peu près 800 000 francs. S'ajoutera d'ailleurs aussi Vély-sur-Aisne,
qui par son maire, donc Fernand Douce-Dame, qui est radical socialiste comme Édouard Herriot, donc ira sonner à la porte, si je puis dire, de Lyon, du conseil municipal, pour suppléer à la carence de la ville d'Enghien-les-Bains, qui avait beaucoup promis, mais qui s'est trouvé battue en brèche par une nouvelle loi de finances qui interdisait donc que des casinos soient installés à moins de 100 km de Paris. Or, l'essentiel des ressources de la ville d'Enghien, c'était le casino d'Enghien-les-Bains. Bon, à partir de là, donc, plus d'aide pour Vély, et c'est donc Lyon qui a pris le relais. Voilà, donc les premières adoptions, c'est Marseille, mais c'est quand même assez tardif. Je voudrais juste rectifier quelque chose. Simplement, tu parles de dispositions juridiques qui seraient liées à Herriot. Je voudrais simplement te rappeler qu'en 1916, le sénateur du Var, Louis Martin, dépose un projet de loi au Sénat proposant justement de modifier la loi pour que les communes puissent s'associer pour adopter. Et c'est pas un hasard si cette proposition vient du sénateur du Var. Je vous rappelle que celui qui a lancé l'idée, c'est Louis Hensling, journaliste du Petit Var. Donc il y a bien une nébuleuse autour de cette idée de marrainage à Toulon. Et ce sénateur est important parce qu'il a essayé de s'entremettre aussi pour l'œuvre de l'école pour l'école. Donc, oui, mais en même temps, tu sais qu'on n'est pas d'accord sur le fait que, comme tu l'as fort bien dit, il est radical socialiste comme Herriot. Et je pense personnellement que ça rejoint une des idées forces du programme des radicaux socialistes, qu'on appelait le solidarisme, qui avait été théorisé par quelqu'un qui aura le prix Nobel de la paix plus tard, donc qui s'appelle Léon Bourgeois, qui est né à Chalon-sur-Marne, et qui prône justement cette solidarité, cette idée de solidarité, bon, c'est une idée humaniste, etc. Et évidemment, les marrainages s'inscrivent complètement dans cette idée de la solidarité prônée par le solidarisme des radicaux socialistes. Mais à la limite, c'est que des dits. Bon, oui, c'est vraiment pas grand-chose. Ça ira. Bon. Voilà, alors nous sommes ici pour parler essentiellement du Vaucluse. Alors le Vaucluse au secours de l'Aisne et le Vaucluse au secours des régions dévastées. Oui, alors quelques mots sur le Vaucluse à l'époque. C'est un département qui est 2 fois moins peuplé que l'Aisne, à peu près entre 230 000 habitants. C'est un département qui a accueilli beaucoup de réfugiés, alors plusieurs milliers, 6500 à peu près, hein, c'est le chiffre. C'est un département à couleur radicale, couleur politique radicale, avec des ténors des radicaux socialistes, mais bon, je suis plus circonspect sur le sujet. Donc à Orange, il y a un député que vous connaissez qui est Édouard Daladier. Il y a un autre député à Carpentras qui est peut-être moins connu mais très puissant, qui s'appelait Louis Guichard. Et puis autour d'Orange aussi, il y a un autre député qu'on connaît moins, mais qui était un socialiste, qui est Alexandre Blanc, qui était un des députés qui s'était rendu à Quintal et qui était pacifiste, qui à partir de 1920 deviendra communiste, puisqu'à l'issue du congrès de Tours. C'est un département qui a souffert de la Première Guerre mondiale parce que c'est un département agricole. Et donc la mobilisation a privé de bras ce département. Et même s'il y a eu des camps de prisonniers de guerre qui se sont substitués en partie aux bras envoyés sur le front, ça a quand même désorganisé et l'agriculture et la petite industrie. Il y avait des papeteries, des industries de l'ocre qui ont été désorganisées. Donc c'est un département qui n'a pas de moyens extraordinaires pour se lancer dans des adoptions et des marrainages à grande échelle. Pourtant, donc ils vont souscrire au mouvement d'adoption, alors non pas pendant la guerre, mais juste à la fin de la guerre. Et la première adoption faite par le Vaucluse date de 1918. Un mot encore, j'étais un peu vite. Pourquoi le Vaucluse ? Tout simplement parce que les soldats vauclusiens étaient incorporés dans le 15e corps, toujours le 15e corps. Hein, donc c'est ce qui m'a poussé
à m'intéresser au Vaucluse. Et puis il y a un côté pratique au Vaucluse, c'est qu'il n'y a que 150 communes dans le Vaucluse. Donc quand on doit dépouiller les registres de délibération de 150 communes, c'est plus simple que les 900 non, 800. les 800 de l'Aisne. Qui plus est, il y a un dernier avantage à travailler dans le Vaucluse, c'est que les archives départementales ont réussi à convaincre les communes de donner leur registre de délibération en grande partie, donc j'ai pu en dépouiller beaucoup sur place à Avignon, ce qui m'a qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Donc, je reviens aux adoptions du Vaucluse. La première tombe le 11 novembre 1918. Et elle est le fait d'un conseiller général du Vaucluse, Jean-Baptiste Charlet, qui est originaire de Fresnoy-le-Grand. Et il n'a pas oublié qu'il était natif de Fresnoy-le-Grand, puisqu'il arrive à convaincre le conseil général d'adopter Fresnoy-le-Grand. C'est la première adoption. Et elle devance les autres de pas mal de temps, puisque c'est la seule en 1918. Et alors jusqu'à peu, mais Fresnoy-le-Grand avait donné le nom d'une rue à Jean-Baptiste Charlet. Non, elle existe toujours. Elle existe encore. C'est la place de Vaucluse, pardon, qui avait été aussi qui avait été baptisée ainsi, et puis qui apparemment ne l'est plus aujourd'hui. Première adoption 1918, donc Jean-Baptiste Charlet, donc qui avait un lien avec l'Aisne. Mais en même temps, oui, on peut peut-être ajouter, tu parlais des réfugiés, nombreux, plus de 6500 réfugiés dans le Vaucluse. Ce sont en fait des gens qui ont soit fui au moment de l'invasion, soit qui sont répartis dans tous les départements français après leur rapatriement, lorsque les Allemands donc renvoient en France libre, comme on disait déjà à l'époque, toutes les bouches inutiles. Et il y a donc déjà dès début 1915 plus de 300 réfugiés de l'Aisne qui sont dans le Vaucluse. Il y a d'ailleurs une association qui s'appelle l'association des sinistrés de l'Aisne, avec des parlementaires qui vont faire la tournée des lieux où les réfugiés de l'Aisne se trouvent pour connaître leurs besoins, etc. Alors la plupart des 300 réfugiés sont soit à Avignon, soit dans les environs d'Avignon, et ils sont, dit la délégation, bien traités. Ce qui n'est pas le cas, donc, en particulier dans le département, on peut le dire, de la Loire, ou à Saint-Étienne, les réfugiés n'ont pour manger comme soupe aux légumes, qu'une soupe sans légumes, avec un peu d'eau salée, dans laquelle on a jeté un peu de viande. Mais ce n'est pas le cas dans le Vaucluse. Alors la deuxième vague d'adoption intervient en 1919. Alors elle n'est pas directement liée à l'Aisne, mais ça a une importance dans le cheminement et donc dans l'acceptation de l'idée d'adopter. Elle est la résultante d'une tournée faite par un personnage clé qui s'appelle Marcel Brébant. Marcel Brébant, c'est un juriste. C'est un personnage qui a été attaché au cabinet de Clémenceau, rue Saint-Dominique. C'est un personnage qui a des attaches à Arles, qui a une marraine à Arles et qui, en 1919, vient visiter sa marraine. Et aussi, il raconte dans un courrier qu'il souhaitait s'imprégner des ruines d'Arles. Et donc, mais il faut peut-être aussi ajouter qu'il est ardennais, enfin il n'est pas né dans les Ardennes, mais il est le fils d'un député des Ardennes, conseiller général de Château-Porcien, et donc il s'intéresse beaucoup aux Ardennes. Il sera lui-même conseiller général du canton d'Asfeld en même temps que son père, mais pas du même lieu. Donc il vient à Arles. Et très vite, il se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour son canton, ou le canton de son père. Et grâce à sa marraine, il rencontre des gens à Arles, et il arrive à persuader le maire d'Arles d'adopter Herpy, qui va devenir Herpy l'Arlésienne. Ça, c'est la première pierre à l'édifice Brébant. Il y en aura d'autres parce que donc ça se passait au début de 1919 et il a compris qu'il avait sans doute un créneau et il va revenir. Un filon, oui. Il va revenir par la suite en Vaucluse
cette fois-ci, et il va convaincre des communes de Vaucluse, après des tournées de conférences très didactiques, où il explique comment faire, comment organiser des manifestations pour récolter de l'argent. Il va venir à Orange, ensuite il convaincra Carpentras et Cavaillon d'adopter, donc Orange adoptera Houdilcourt, Carpentras Gaumont et Cavaillon Vieux-les-Asfeld. Et le personnage de Brébant est très très intéressant parce qu'il ne se contente pas du Vaucluse. Il va ensuite dans les Bouches-du-Rhône. À Salon de Provence, il convainc de la ville d'adopter Blanzy, qui deviendra Blanzy-la-Salonnaise. À Saint-Rémy de Provence, il convainc à nouveau le conseil municipal d'adopter Saint-Rémy-le-Petit, par simple... Non, ah oui, Banneuil-Saint-Rémy. Oui. Et donc, ou Sault-Saint-Remy, on ne sait pas lequel encore. Et il continuera sa tournée aussi dans les Alpes-Maritimes, où à nouveau, il sera très persuasif. Dernier point, aux Archives nationales figure son dossier de Légion d'honneur. Dans son argumentaire, il revendique 32 adoptions. Alors, des adoptions par des communes donc, du Vaucluse ou des Bouches-du-Rhône, mais aussi il a fait campagne en Angleterre où il a milité pour l'adoption de communes. Oui, c'est par exemple que vous avez le quartier de Manchester à Charleville, donc, qui est à la conséquence de cette campagne avec la British League de Marcel Brébant. Alors il a aussi essayé d'entraîner Avignon dans sa tournée, et alors il n'était pas tout le temps présent sur place, il faisait aussi des courriers. Et c'est ainsi que j'avais retrouvé, je ne sais pas si je vous en avais parlé à ce moment-là, dans les archives d'Aix-en-Provence, qui a adopté finalement Mons-en-Lannoy, je veux dire, qui a failli s'appeler d'ailleurs Mons-l'Aixoise, on le trouve dans certains documents, mais ça n'a pas perduré. Donc un courrier de Marcel Brébant à Aix-en-Provence, qui arrive à Aix, mais en fait, ce courrier, le mot Aix n'est arrivé qu'en deuxième temps. Dans un premier temps, il écrivait à Avignon. Avignon est rayé, il a mis au-dessus Aix. Vous voyez? Et pourquoi a-t-il rayé Avignon? Est-ce qu'il avait perçu qu'il n'aurait pas de succès? Est-ce qu'il préférait s'adresser à Aix? Finalement, il n'a pas eu plus de succès à Aix, puisqu'il devait proposer l'adoption de la commune de Jusancourt, qui est maintenant rattachée à Asfeld. Et finalement, Aix, avec le curé de Mons-en-Lannoy, est parti plutôt vers l'adoption d'une commune du Lannoy. Juste un mot sur Avignon. Avignon a eu du mal à adopter. Il faudra attendre 1922 pour qu'Avignon adopte, mais pas des communes de l'Aisne. Et le critère, c'était le lieu de passage des régiments d'Avignon. Donc partout où étaient passés partout, dans 3 communes où étaient passés des régiments qui étaient cantonnés à Avignon, elles reçurent des dons d'Avignon. Mais ça a été tardif et visiblement assez difficile, alors que presque 3 ans auparavant, Carpentras, Cavaillon et Orange avaient souscrit. Et Carpentras était devenu une ville symbole. La presse avait fait de Carpentras, qui avait adopté Gaumont, une sorte de ville témoin de la réconciliation des Français, justement. Il y a de très beaux articles qui relatent ce fait. Et donc, premier temps, donc, je rappelle 1918, le député Charlet. Deuxième temps, la tournée de Brébant. Et le troisième temps interviendra en 1921 grâce à l'union des grandes associations. Pour l'essor national. Alors ça, on en avait déjà parlé. L'union des grandes associations pour l'essor national a l'idée de lancer en juin 1920 une campagne d'adoption destinée à faire adopter par les départements indemnes les communes des pays, des régions dévastées. Alors en fait, il y a une grande manifestation avec des discours en Sorbonne. Il faut savoir que cette association, elle est présidée à cette époque-là par Raymond Poincaré, qui n'est plus président de la République depuis le début de l'année 1920, qu'il y a un président d'honneur qui est Deschanel, donc qui est président de la Chambre des députés, qui sera ensuite président de la République, et un coprésident que nous connaissons bien, qui
s'appelle Ernest Lavis, l'enfant du Nouvion en tirage, qui est à l'époque donc le grand historien que nous connaissons, qui est l'auteur de tous ces manuels qui ont appris l'histoire de France aux petits Français sous la Troisième République, avant 14, et qui est aussi de l'Académie française et surtout directeur de l'École normale supérieure. Donc une référence intellectuelle, une véritable caution intellectuelle pour cette association. Alors il y a une grande cérémonie en Sorbonne avec des enfants d'un village de la Marne qui viennent dire voilà, il faut venir en aide à nos pauvres villages dévastés, etc. Il y a les maires d'une série de communes des régions dévastées. Pour l'Aisne, c'est Saint-Quentin, mais il y a Péronne, il y a Verdun, etc., etc. Une très longue liste, Armentières, Arras, etc. Les enfants arrivent sur une musique d'orgue, remettent une grande palme de bronze aux cités martyrs. Enfin, bon, il y a une cérémonie extraordinaire qui est relatée ensuite, évidemment, par la presse nationale. Et le mouvement est lancé. Alors, comment est-ce qu'on lance un mouvement pour faire adopter alors, il faut d'abord faire un inventaire. Quelle commune va-t-on adopter? Alors, il y a une grande enquête qui est lancée au mois de juillet 1920. À peu près 2500 questionnaires partent. Il y en a un peu plus de 2200 qui reviendront. Alors, c'est un questionnaire qui est très simple. C'est votre commune est-elle sinistrée? Oui. Est-elle déjà adoptée? Oui, non, etc. Et puis après, on détaille les besoins, combien de bâtiments détruits, quelles sont les activités, etc., etc. Cela remonte à Paris et ensuite, donc, il y a la répartition. Et là, la répartition, elle est faite entre les 72 départements qui sont indemnes, 76 départements dits indemnes, comme à l'époque, qui vont donc recevoir chacun un certain nombre de communes des départements sinistrés. Alors c'est groupé par région, par secteur, et comment est-ce qu'on détermine la correspondance? Eh bien en fonction de la richesse des départements, c'est-à-dire le niveau de ce qu'on appelle le centime départemental qui sert de base à l'impôt départemental. Il s'agira donc pour les départements de se débrouiller et éventuellement de voter des centimes départementaux extraordinaires ou supplémentaires. Alors, sur ces 2200 communes à adopter, il y a le département de l'Aisne, ce n'est pas étonnant, donc vient en tête, je vous le disais, le département le plus sinistré. 561 communes sont de l'Aisne, c'est-à-dire le quart. Les autres départements, donc qui font un peu plus de 200, c'est le Nord, la Meuse, les Ardennes. Ces 4 départements, donc, représentent à eux seuls plus de 50% des communes à adopter. Et l'Aisne va avoir... Ah, zut, alors là c'est raté. Pas moins de 32 départements. Alors, ce sont les départements qui sont en grisé. Vous voyez, on a tout le sud, le Midi, hein, non seulement région PACA, mais aussi le Midi-Pyrénées, enfin, mais pas la grande région Aquitaine. Il y a jusqu'à la Vendée, comme vous pouvez le voir, 32 départements, donc pour le seul département de l'Aisne, et c'est 560 communes. Ensuite, c'est réparti par canton. Les cantons de l'Aisne donc, sont attribués à un ou à plusieurs départements. Encore une fois, en fonction de la richesse et du nombre de communes à adopter. Et c'est ainsi donc que parmi... Alors là, ça va marcher, j'espère, peut-être. Voilà, vous allez voir donc le département du Vaucluse, il se trouve ici, qui va recevoir donc 11 communes, puis bientôt 12 communes du canton de Sissonne, 6 autres communes du canton de Sissonne étant attribuées donc au département qui est juste à côté, à l'est, le département des Basses-Alpes, mais qui est encore moins peuplé, hein, puisqu'il y a seulement une centaine de milliers d'habitants, donc 2 fois moins peuplé, même moins encore, que le département du Vaucluse. Et ce sont donc ces communes du canton de Sissonne dont nous allons parler maintenant, puisqu'elles vont se trouver. Alors, est-ce qu'elles vont être adoptées par le département? Eh bien, la réponse, elle est là, et on va détailler, puisque vous voyez,
Donc les communes qui sont en jaune, Alors, enfin, ça, les départements qui sont... Oui. C'est une carte qui est établie Qui a été publiée dans l'Excelsior en 1921. en novembre 21. Et vous comprenez bien pourquoi, parce que donc elle faisait une sorte de elle définissait un palmarès des départements qui avaient souscrit et ceux qui avaient moins souscrit. Et on s'aperçoit que en Provence, par exemple, il y a des départements qui ont du mal à souscrire, qui sont retardataires. Alors, les départements en rouge. Alors, c'est ceux qui ont adopté la totalité des communes proposées. Ceux qui sont en orange, c'est plus de 50%. Et ceux qui sont en jaune, c'est moins de 50%. Donc en 1921, c'est-à-dire une année après la proposition. Mais c'est quand même révélateur. C'est-à-dire que vous avez 3 départements de Provence qui ont du mal à se décider, pour lesquels... Alors, la question, et ça c'est difficile à dire, est-ce que trotter encore dans les têtes cette affaire du 15e corps? Au fil du temps, le Vaucluse va quand même souscrire. Ça aurait été difficile, mais sous la pression des préfets, car l'union des grandes associations en fait fonctionnait comme ça. Elle s'appuyait sur les ministres qui demandaient aux préfets de s'agiter et de demander aux communes d'adopter, ou aux conseils généraux d'adopter. Alors, je vais aller dans ton sens. Le préfet du Vaucluse, c'était M. Monis, on peut dire un radicalisant. Son père avait été président du conseil, on le définit comme caillotiste, et il était très proche de Daladier. Et il va effectivement appuyer le mouvement lancé par l'Union des grandes associations. Mais le problème, c'est que les maires ne sont pas toujours d'accord. On peut faire pression, mais ils vont renacler. Beaucoup vont renacler, et il va falloir qu'ils reviennent à la charge. Ils mandatent ces sous-préfets qui organisent des réunions. Et puis il y a des réticences qui vont perdurer malgré ces appels. Le département du Vaucluse est intéressant pour ça, parce qu'il y a un certain nombre d'opposants à ces adoptions. Et en particulier, celui Tissier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait créé le groupe interparlementaire pour redorer le blason du 15e corps, qui est sénateur d'Apt et qui est également conseiller général de Cadmet. Et alors, on va revenir... lui, très vite, il va faire obstruction à ce mouvement d'adoption. Alors, il fait en sorte qu'Apt refuse d'adopter, et Apt n'adoptera jamais. La Cadmet. Donc c'est au sud. C'est tout en bas, au-dessus de la pointe, là. Au sud du département. Tout à fait en bas, au-dessus de la... J'arrive pas. Ah, voilà. Un peu plus au nord. Oui, mais Cadmet, voilà. Et Apt est là. Voilà. Et alors, il y a des trésors dans les archives municipales d'Apt, parce que on voit les arguments développés. D'abord, il veut qu'on lui prouve que la commune qui était proposée à l'adoption d'Apt, qui était La Selve, a plus souffert qu'Apt. Donc, mais il veut vraiment qu'on lui prouve. Ensuite, il argue du fait qu'il y a un certain nombre de scandales qui touchent l'utilisation des fonds qui seraient dévolus aux adoptions et au relèvement des villages dévastés. Et il ne se contente pas de faire en sorte qu'Apt n'adopte pas, il fait en sorte également que le Conseil général n'abonde plus dans le sens des adoptions. Et ça marche, parce qu'il a des relais au Conseil général. Il a un élu d'Apt qui au début était favorable aux adoptions et qui finalement va le suivre. Alors il y a la fameuse séance du 3 mai 1921 où le préfet propose à l'ordre du jour donc l'adoption de la commune de Sissonne par le Conseil général du Vaucluse. Premier argument, on a déjà une commune adoptée dans l'Aisne, puisqu'on a déjà Fresnoy-le-Grand. Pourquoi nous en imposer une autre? Et
Aymar dit, bon, finalement, on pourrait peut-être voter seulement, au lieu de 2500 qui était prévu, 1500 francs une première année, puis on verra par la suite. Et à ce moment-là, Tissier monte au créneau en disant non, avec les arguments que Franck vient de développer. Et évidemment, cela se sait. Donc finalement, il dit, il faut passer à l'ordre du jour, on n'a pas à s'occuper de ça, on a un énorme ordre du jour, ne parlons plus de l'adoption de CISOM. Donc CISOM n'est pas adopté par le Conseil général le 3 mai 1921. Mais ça se sait dans l'Aisne. Voici un article paru dans la Dépêche de l'Aisne, journal radical socialiste. Le Conseil général du Vaucluse refuse une subvention à CISOM. Le rapport qui avait été présenté rappelait que sur 2000 villes et villages des régions libérées, 800 depuis 3 mois ont été adoptés, que 76 départements n'ont pas souffert de la guerre, que le Vaucluse est un de ceux-là, et concluait en demandant, dans un esprit de solidarité, d'accorder une subvention pour une longue période. Le Conseil général était sur le point de voter, pour le moment, une somme de 1500 francs, quand le sénateur Tissier, retenez bien ce nom, demanda la parole. Il s'éleva contre le gaspillage scandaleux auquel on se livrait pendant la guerre et continue pendant la paix, spécialement dans les régions libérées. Si la France continuait ainsi, elle serait bientôt à 2 doigts de la faillite. De plus, l'Aisne n'a pas souffert, dit-il, et nous ne connaissons pas les villes qui nous sont présentées pour l'adoption. À la suite de cette intervention, la subvention sollicitée est refusée. Retenez bien ce nom. Et c'était très houleux, hein, parce qu'il n'a pas hésité à renvoyer dans les corps de préfet. Donc, c'est pas tout, puisque... Alors, est-ce que c'est lié? C'est difficile à dire, mais d'autres communes vont refuser d'adopter. Bolène, donc au nord du département, donc considère... Attention, Fiat. C'est tout en haut là. Tant que ça, il y a beaucoup de... Donc voilà, c'est là. Bolène refuse d'adopter et argue du fait que, un, c'est pas son rôle, c'est l'État qui doit payer, et deux, avance que l'Allemagne paiera de toute façon. Donc, pas question. C'est un point extrêmement important. On est en 2021. Il ne faut pas oublier donc il y a le traité de Versailles qui a été signé en juin 19, qu'il a reconnu l'Allemagne, en signant le traité, l'Allemagne elle-même a reconnu qu'elle était responsable de la guerre, qu'elle devait en conséquence payer les dommages causés. Pareil. Et en revanche, ça c'est le principe. Le problème c'est que quand le traité de Versailles est signé, on ne sait pas combien l'Allemagne doit payer, ni comment seront répartis les dommages de guerre. Et ça va être l'objet de conférences internationales, à San Remo, à Bruxelles, à Londres, etc. Et on fixera par exemple le montant de ce que doit payer l'Allemagne qu'en juillet 1921 à Londres. Hein, donc c'est-à-dire qu'on peut penser que l'Allemagne paiera, mais si on fait appel à la Société nationale, c'est peut-être que l'Allemagne ne paiera pas. Et puis il y a aussi l'affaire de la commune de Courthézon, dont j'aimerais que tu dises quelques mots. Alors, Courthézon, c'est très particulier parce qu'au départ, où l'on retrouve le 15e corps. On retrouve le 15e corps. Elle avait choisi d'adopter une commune qui est la commune de Malocourt, où le 15e corps avait, dans la Meuse avait combattu. Et donc, très vite, travaillé par un turiféraire du 15e corps qui était l'ancien préfet Jules Belledy, qui a vraiment milité, c'est un des plus gros partisans de la réhabilitation du 15e corps. Et donc, travaillée par cet ancien préfet, elle avait acheté des volumes de son livre « Que faut-il penser du 15e corps ?» Elle avait décidé d'adopter cette commune, en souvenir du 15e corps. Et en 1921, le préfet intervient, lui dit « Pas question, vous adoptez une des communes proposée par l'Union des grandes associations. » Et elle cédera, hein, puisqu'elle adoptera finalement Saint-Terme, Outre et Ramecourt. Mais ça montre bien la prégnance, encore une fois, de cette blessure liée aux accusations lancées contre le 15e corps. Tant et si bien qu'en novembre 1921, lorsque la carte de l'Excelsior paraît dans l'Excelsior, avec le nombre de communes adoptées par le Vaucluse, donc moins de 50%, en fait, en tout et pour tout, 2 communes ont été adoptées sur les 11 et bientôt 12, parce qu'on va rajouter Nizy-le-Comte à la liste,
dans des conditions qui nous semblent assez mystérieuses pour l'instant, mais en tout cas, Nécy-le-Comte figurera également dans la liste des communes à adopter par le Vaucluse. Alors, Et comment ça se termine tout ça? alors, juste encore un mot. Il y a des communes qui, pour refuser, disent, alors c'est presque hallucinant, je préfère ne pas, enfin le conseil municipal préfère ne rien donner plutôt que de donner une somme modique. Donc tous les arguments viennent moi. Beaunieu, dans le Luberon, liste un nombre de dépenses très important, ici, pour justifier son refus d'adopter. Et alors, par la suite, 1922-23, une série de scandales impliquant le secrétaire général de l'Union des grandes associations, Léon Roblin, et aussi des insinuations concernant Marcel Brévent, jettent le discrédit sur les adoptions. Et après 23, moi, je n'ai quasiment plus trouvé de traces d'adoption ou même de sollicitation en ce qui concerne le Vaucluse. Mais il n'empêche qu'un certain nombre de communes du Vaucluse donc, vont continuer à payer une certaine somme jusqu'en 1931 pour certaines communes. Oui. Alors, il y a aussi des sommes dérisoires qui ont été versées. Oui, alors on peut se demander, la commune, alors je ne sais pas si elle est là, Murs, ici, là. Vous voyez, regardez bien, retenez bien ce nom. C'est un charmant village, je vous engage à y aller. Franchement, c'est. Mais bon, ils n'ont pas été très généreux. 300 habitants en 1921, ils ont voté une subvention unique pour une année seulement de 5 francs. Soman, qui est. Alors, c'est vraiment, je ne pense pas qu'il figure. C'est pas très loin de l'Île-sur-Sorgue. A versé 25 francs à Sissonne. Qui ne sont jamais arrivés. Ce qui fait que Sissonne n'a absolument rien reçu. C'est la seule, semble-t-il, des 12 communes du canton de Sissonne, donc adoptée par le Vaucluse, à ne rien recevoir. Au total, sur les 150 communes, alors, il y a quelques points d'interrogation parce qu'il y a des registres qui ont disparu, donc j'ai pas pu, bon j'ai quasiment tout fait, mais j'arrive au chiffre de 90 communes qui se seraient impliquées sur 150, ce qui fait à peu près 60% des communes au total, et au final, qui se seraient investies dans ce mouvement de marrainage de paix, là puisque c'était après-guerre, et donc c'était assez peu. Et certaines communes ont payé, par exemple la commune de Pertuis, qui a adopté, alors à l'époque, il y avait dans le canton de Sissonne la commune de Samoussy, qui a été rattachée après la Deuxième Guerre mondiale donc au canton de l'Ain, qui a reçu, qui a envoyé à deux reprises, donc 3 000 francs. Donc, ce qui fait 6 000 francs rien que pour cette commune. Vous voyez, il y a des disparités énormes. Au total, on peut avancer le chiffre approximatif de 100 000 à 110 000 francs versés par le Vaucluse pour toute adoption confondue, dans les différents mouvements d'adoption. Et pas seulement dans le cadre de l'Union des grandes associations, pour le canton de Sissonne. Ce qui est peu par rapport à des départements comme la Seine ou les Bouches-du-Rhône ou le Rhône, mais qui doit être ramené au chiffre de population, au fait que ce soit un département très agricole. Bon, ça relativise un peu les choses. Même s'il y a encore une fois eu ces réticences qui font finalement l'intérêt du Vaucluse. Alors après, qu'est-ce qu'on fait dans les régions dévastées de l'argent qui arrive? Alors il faut d'abord savoir que c'est très encadré par l'administration préfectorale, parce qu'il semblerait que dans les premiers temps, lorsque les premières sommes d'argent sont arrivées, on s'est tout simplement partagé entre les habitants qui étaient rentrés ce qui arrivait. Donc pas de ça, plus de ça, il faut que ce soit consacré, ces sommes que l'on reçoit, à des œuvres durables et à des fondations donc d'intérêt général. Je garde toujours le micro. Ça peut aller peut-être. Et donc, en fait, on va s'apercevoir, on ne sait pas toujours, et même rarement pour le Vaucluse, pour les communes adoptées par le Vaucluse, ce qu'on a fait de cet argent. Il y a quelques exemples. On sait par exemple qu'à Samoussy, donc qui faisait partie du canton de Sissonne à l'époque,
on a décidé d'utiliser l'argent qui arrivait du Vaucluse pour refaire les chemins qui avaient été rendus impraticables donc, par 4 ans de circulation des convois de l'armée allemande. Et tout l'argent qui arrive, donc que ce soit en 22 ou en 24, donc, sert à refaire les chemins. Voilà, ça c'est du durable. À part ça, là, on s'aperçoit qu'on bouche les trous, si vous voulez. Il n'y a pas de reconstruction, de grands travaux qui peuvent être d'ailleurs financés avec quelques centaines de francs, ou quelques milliers de francs. Mais en même temps, on revient à un point qui est important, si on peut passer quelques images, c'est que pour essayer de convaincre les communes du Vaucluse d'adopter, eh bien, on a largement utilisé le poids des mots et le choc des photos. Hein. Déjà aussi, lors des grandes manifestations de l'Union des grandes associations à Paris, on projetait par exemple un film qui était le survol en ballon de la région entre Nieuport et Arras. Donc vous imaginez Arras, qui était au cœur des combats pendant les 4 ans, il peut en rester, c'est un champ de ruines. C'est comme Reims, c'est comme Soissons. Et donc, évidemment, ces images suscitent l'émotion et devraient normalement susciter la générosité. Même chose pour les villages. Alors en fait, il y a un problème. Et ça, je sais qu'il y avait un petit malentendu au départ. Franck ne cessait de me dire, mais alors, donne-moi, commune par commune, le nombre de bâtiments détruits, le pourcentage de bâtiments qui restent intacts, etc. Ne pas oublier que pour le canton de Sissonne, nous sommes dans ce qu'on appelle l'arrière-front allemand. On le sait puisqu'il y a plus finalement de gens, des Allemands, sous terre, dans les 3 cimetières militaires du canton de Sissonne, que d'habitants. Hein, le cimetière de Sissonne, c'est 15 000 morts qui sont là. Bon. Donc, si les cimetières se trouvent là, c'est parce qu'on est en zone allemande. Il y a eu relativement peu de destruction. Alors, on insiste évidemment sur la gare de Saint-Père, qui a été bombardée, donc à plusieurs reprises. Les bombardements aériens ne datent pas de la Deuxième Guerre mondiale, par l'aviation française. Et tout le quartier de la gare, donc, a dû être reconstruit. Évidemment, puisqu'il s'agissait de bombardements qu'on appellera pendant la Deuxième Guerre mondiale stratégiques. Et puis, à part ça, vous avez outre qui a été entièrement détruit puisque ce village est exposé aux tirs des canons français au moment de l'offensive d'hiver. Et puis il y aura les combats de fin 18, c'est-à-dire d'octobre 18, vraiment à l'extrême fin, puisque les Allemands ont intégré le camp de Sissonne dans ce qu'on appelle la ligne Hunding. Et il y a donc, à la limite de l'Aisne et des Ardennes, donc des combats avec un certain nombre de destructions, notamment à la Selve, hein, comme on le voyait tout à l'heure. Mais pour l'essentiel, les villages sont très peu détruits. En revanche, mais ça c'est évidemment beaucoup moins spectaculaire, les villages ont été occupés et pillés. Et ça c'est évidemment difficile à montrer et difficile à expliquer à des gens qui sont à quelques centaines de kilomètres. Alors, dernière chose, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir ce qu'ont dit les conseils municipaux qui recevaient cet argent. Alors, en général, donc en 1922, parce que même s'il y a eu des décisions qui ont été prises fin 1921, début 22, c'est pas arrivé avant 22, voire 23, dans les communes qui avaient déjà, par ailleurs, reçu des dommages de guerre, qui avaient commencé à reconstruire. Alors, il y a évidemment, quand on retrouve des délibérations, il y a évidemment aussi des pertes, comme dans le Vaucluse, etc. Des remerciements, de courtoisie, etc. Et puis, il y a quelquefois un petit peu plus, et en particulier, donc, il y a 2 communes où il y a un petit peu plus. La commune de La Selve, alors qui ne doit pas savoir tout le mal qu'on a dit d'elle dans le Vaucluse, ce qui expliquait Franck. Attendez, je vais essayer de récupérer cela. Voilà. Alors, lettre de remerciement aux 6 communes marraines, donc adoptée par le conseil municipal de La Selve le 27 janvier 22. Le conseil municipal de La Selve, après avoir pris connaissance de la subvention que vous avez votée, vous prie d'accepter avec ses meilleurs remerciements l'hommage de sa profonde reconnaissance. La population sinistrée de La Selve gardera toujours dans son cœur
un souvenir du geste de solidarité fraternelle émanant d'une commune sœur, bouleversée de fond en comble par un ennemi implacable et féroce. La Selle est à peine sortie de ses ruines, nos foyers sont démolis, nos souvenirs de famille sont épars, emportés par des mains profanes, mais la fierté du sacrifice accompli redresse nos fronts pensifs. C'est un exemple assez unique, hein. Et il y a un autre exemple, c'est la commune de ma commune, la commune de Courtrézy et Fusigny, qui reçoit donc, alors c'est un peu paradoxal et ça mérite d'être expliqué, justement, l'aide du canton de Cadney, on a vu tout à l'heure, dont le conseiller général n'est autre que notre ami Louis Tissier. Et le canton de Cadney, donc, les 9 communes du canton, parmi elles, il y en a une qui est très connue, c'est la commune de Lourmarin, là où a vécu, vous savez, Albert Camus, envoie donc de l'argent à Courtrézy. Et que faire de cet argent? Eh bien, on décide de construire un nouveau cimetière, le vieux cimetière étant trop étroit. Et on propose donc de mettre une plaque perpétuant donc pour l'éternité le geste de solidarité du Vaucluse. C'est en 1922, ça, février 1922, quand on continue à feuilleter le registre de délibération du conseil municipal, on s'aperçoit qu'en juillet 24, il n'y a toujours pas d'argent d'arrivée. Une réponse à une question du préfet, qu'avez-vous fait de l'argent? Ils disent, ben non, on n'a toujours pas d'argent. Et finalement, on apprend bien plus tard, donc vers 1930, qu'il y a de l'argent qui est arrivé, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait la somme que Franck a trouvée. C'est à quelques... Elle n'est pas énorme, hein, non, c'est pas énorme, c'est moins de 2000 francs. Et en fait, le cimetière, le nouveau cimetière à Courtrézy sera construit après la Seconde Guerre mondiale. Et si vous venez, vous verrez qu'il n'y a pas de plaque pour remercier le Vaucluse. Hein. Donc, en fait, on a utilisé l'argent pour refaire le mur du vieux cimetière. Alors, juste un mot sur cette utilisation de l'argent. Dans les archives municipales d'Apt dont je vous parlais, qui sont très intéressantes et qui sont la circonscription de Louis Tissier, il y a l'évocation d'une affaire en particulier, qui est l'affaire de Fumé, qui avait été adoptée par le département des Hautes-Alpes. Et alors on raconte une petite histoire en disant que les Hautes-Alpes avaient attribué 6 000 francs et que le secrétaire général de la mairie touchait 16 000 francs par an. Et donc ça, c'était insupportable à la municipalité d'Apt, et donc ça fait partie de l'argumentaire qui a justifié que Apt ne souscrive pas. Enfin, une dernière chose, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, et je crois que c'est un argument important qui compte dans le mouvement d'adoption. C'est qu'à force de pratiquer cette rhétorique du sacrifice et ces cartes postales qu'on voit se développer, ça peut être lié aussi, et ça a été utilisé par des mouvements politiques de droite, on joue sur la peur de la bolchevisation de la société. C'est-à-dire que l'argument, c'est si on laisse un certain nombre de villes ou de populations dans le dénuement le plus total, eh bien, ils pourraient se retourner ou aller vers le jeune parti communiste, etc. Donc ça, c'est un argument qui a été développé, par exemple, par un personnage qui s'appelle Binet Valmer, hein, qui dirigeait une ligue d'anciens combattants, juste dans les années 20, et nommément, et lui, alors, il rêvait justement pour éviter ça et pour mobiliser d'une fête de la fédération qui aurait été un prolongement de l'Union sacrée dans les années 20, et cette fête de la fédération aurait eu lieu le 14 juillet. Donc ça, c'est un argument à prendre en compte aussi, et donc il n'y a pas que cette filière radicale qui puisse justifier... Mais justement, ça me permet de dire que cette union pour des grandes associations pour l'essor national, j'avais trouvé depuis des années dans les archives pour des affaires d'adoption, en fait, c'était un avatar, une transformation d'une association qui existait déjà pendant la guerre, puisqu'elle avait été créée en mars 1917 sous le nom Union des grandes associations contre la propagande ennemie. Et si vous regardez sur Internet, on a oublié de la prendre, il y a une affiche qui est très célèbre, « Il ne passera pas », donc on voit
il faut s'opposer, si vous voulez, à la présence des Allemands et à la progression des Allemands sur le territoire français. C'est financé par cette association. Et évidemment, une fois que la paix est signée, comment faire de la lutte contre la propagande ennemie? Eh bien, il faut essayer d'avoir d'autres objectifs. Et il va y avoir donc ce développement d'une solidarité. Et ça, j'ai trouvé tout à fait par hasard. C'est en participant à une réunion où j'ai entendu quelqu'un qui parlait de Versailles et qui parlait de Versailles pendant la Première Guerre mondiale, où il y avait des manifestations organisées par une association qui s'appelait Union des grandes associations pour la propagande, contre la propagande ennemie, et que c'était présidé par l'AVIS, avec des Chanel, mais là c'est la même. Et finalement, oui, c'est la même. Qui a simplement changé d'objectif, et parmi les nouveaux objectifs, il y a aussi, en petit, la lutte contre la bolchevisation, qui n'est pas tout à fait explicite, si vous voulez, dans cette histoire d'adoption, mais qui est quand même une pensée que l'on a. Il faut éviter que la France ne sombre dans le bolchevisme. Alors, pour terminer, peut-être, à moins que tu aies quelque chose à non, justement sur cette peur du bolchevisme, quand on lit la presse de gauche concernant l'Union des grandes associations, elle est vomie par la presse de gauche, parce que justement accusée d'avoir entretenu le bellicisme, et dans un discours plus pacifiste d'après-guerre, on lui tient grief de son action pendant la Première Guerre mondiale. Et les accusations qui ont touché, au fond, la cheville ouvrière de cette Union des grandes associations, c'est-à-dire Roblin, le maire de Longjumeau, la presse de gauche a joué un rôle très important dans les accusations d'extrême gauche. Et donc, ça a un lien et ça a pesé aussi dans le tarissement des adoptions après 1923. Alors, bon, le bilan, il n'est pas brillant, de l'aide du Vaucluse pour l'Aisne, il faut bien le reconnaître, mais il y a plus que ce bilan chiffré, nombre de communes, nombre de francs, somme d'argent, etc. En effet, quand on continue de feuilleter le registre de délibération du conseil municipal de Courthésie, mais ça doit se trouver ailleurs aussi, on s'aperçoit que dans les années 30, le conseil municipal est sollicité à plusieurs reprises pour venir en aide à des catastrophes nationales, soit des inondations, tremblements de terre, tempêtes. Et il y a par exemple un incendie, alors qui est une affaire qui fait la presse nationale, qui fait les titres de la presse nationale. C'est une commune des Alpes-Maritimes, à la limite de la frontière italienne, qui s'appelle Saint-Étienne-de-la-Tinée, qui, fin 1929, donc, en une nuit, brûle aux 2 tiers. Il y a quelques blessés, pas de victimes. Et voilà que le conseil municipal donc, décide d'envoyer à 36 000 communes de France une lettre manuscrite pour leur demander de venir en aide pour reconstruire la commune, puisqu'il y a notamment la mairie, l'église qui ont brûlé. Et voilà ce qu'écrit la délibération que prend le conseil municipal de Courthésie. Mais on trouve la même lorsqu'il y a les inondations, alors qu'on a oublié aujourd'hui, alors il y a eu Vaison-la-Romaine évidemment après, mais il y en a eu aussi dans le sud-est, en 1930, donc à Agen, Moissac, où il y a eu plusieurs centaines de morts, la Garonne et le Tarn donc, qui avaient débordé. Et on a aussi quelque chose qui va dans le même genre. Mais je laisse seulement celle du 5 octobre 1929, en présence de la catastrophe qui a ruiné la petite ville de Saint-Étienne-de-la-Tinée, dans les Alpes-Maritimes, considérant que toutes les communes de France sont solidaires les unes des autres, dans la prospérité comme dans le malheur, considérant que toutes les communes de l'intérieur du territoire français sont venues en aide aux communes des régions dévastées pour faciliter leur relèvement après la guerre mondiale, le conseil municipal verse une somme de 50 francs à titre de subvention pour aider à la reconstruction du bourg de Saint-Étienne-de-la-Tinée. Et là, il y a donc quelque chose d'important qui se passe, c'est-à-dire l'expression de la solidarité nationale dans l'autre sens. C'est-à-dire faire partie d'un corps, cela vaut chaque fois qu'un membre de ce corps donc, est dans la difficulté ou dans la souffrance. Et c'est quand même extrêmement important. Alors, le seul bémol qu'on peut mettre aussi, c'est que
il semble bien que dans les années 30, suite à ce qui s'était passé, cet appel à la générosité publique, vous savez, après la Première Guerre mondiale, appelant tous les Français pour poursuivre l'Union sacrée à venir en aide aux régions dévastées, chaque fois qu'il y avait une catastrophe, que ce soit la tempête qui fait plusieurs dizaines de morts chez les marins bretons, que ce soit n'importe quelle catastrophe, l'État, finalement, plutôt que d'intervenir lui-même, lance un appel à la générosité publique. Et on est toujours, d'ailleurs, dans cette logique. Avec quand même une belle histoire pour terminer. En fait, il y a beaucoup de communes qui ont beaucoup plus reçu d'autres régions, d'autres départements, que du Vaucluse. Même dans le département de l'Aisne, bien sûr, parce qu'on a eu la chance, et ça je ne l'avais pas dit la première fois, d'avoir un préfet qui s'appelait Lucien Saint, donc qui est le premier préfet, grand préfet, on va dire, de l'après-guerre. Lucien Saint, donc, a été nommé à partir de 1921 président général en Tunisie. Et dès 1923, et à nouveau en 1924, il va donc permettre à l'Aisne de recevoir une aide de la Tunisie. Une aide qui est au maximum pour le premier versement de 2000 francs par commune pour les communes qui n'ont rien touché. Et puis ensuite, c'est dégressif en fonction des aides reçues depuis la guerre. Il y a un deuxième versement donc, qui intervient en 1924. À la suite de cela, on comprend pourquoi en 1930, lorsqu'en décembre 1930, il y a un cyclone qui ravage le sud de la Tunisie, le préfet de l'Aisne fait appel à la générosité des conseils municipaux de l'Aisne pour venir en aide à la Tunisie. Comme quoi, la solidarité fonctionne dans les deux sens, ou peut fonctionner dans les deux sens. Juste un mot pour abonder. C'est normal que tu aies le dernier mot. Je vais te surprendre et je vais abonder dans ton sens en vous demandant de vous remémorer dans les années 30 tous les discours sur les réformes de l'État. Et en fait, dans le Vaucluse, il y avait un secrétaire général de préfecture qui s'appelait Bizardel, qui était le neveu d'Émile Combes, et il a écrit un projet de réforme de l'État dans lequel, au fond, entre les lignes, on peut voir poindre l'idée de décentralisation, qui est liée justement à ce qui s'est produit dans le Vaucluse, mais en France en général, c'est-à-dire ces associations de communes pour venir en aide à d'autres. Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'idée de marrainage, elle a essaimé, car dans les revues de la Croix-Rouge, en 1922, on voit repoindre cette idée et on voudrait l'avoir appliquée en Asie mineure pour des communes qui ont été ravagées par le conflit gréco-turc. Donc vraiment cette idée a pesé. Et je n'irai pas jusqu'à dire comme Georges Montorgueil que c'est une nouvelle philosophie politique qui est née à l'issue, dans ce cadre, mais en tout cas ça a créé de nouveaux liens et de nouvelles solidarités, et pour tout ça, ça mérite qu'on s'y intéresse. Voilà. Je voudrais dire une chose, c'est que je pousse mes élèves à être prudents en ce qui concerne Internet et les messages Internet avec les gens inconnus, mais je ne regrette pas du tout d'avoir été imprudent et d'être venu à la rencontre de Guy. Bon. Donc si vous avez quelques questions, quelques témoignages relatifs à des échanges qui peuvent perdurer, d'ailleurs, hein. Il y en a une bonne nouvelle, c'est Aix-en-Provence, dont je vous parlais tout à l'heure, a renoué des liens donc, ces derniers temps, et en particulier, début juillet, on a inauguré à Mons-en-la-Loire une nouvelle plaque de la place d'Aix-en-Provence, expliquant pourquoi c'était la place d'Aix-en-Provence. Et il y avait donc une délégation d'Aix, avec notamment un adjoint donc, de la ville d'Aix, qui était présent. Et depuis un an, il y a des échanges qui ont repris donc, entre ces deux communes. Oui. Est-ce qu'il y a des liens qui ont perduré entre certaines communes? Parce que là, on parle des liens qui se refont. Alors, des liens qui ont perduré, il y a quelques communes. Il y a en particulier la commune de Vorges,
Et il y a M. Balland, donc il pourrait vous en parler évidemment avec la commune de... Borges, depuis 1920, janvier 1920, a été parrainé par Vincennes et nos liens sont permanents. Alors, ça peut être à l'occasion de cérémonies, ça peut être à l'occasion de représentations, de théâtre, de fêtes, ça a été pendant longtemps des courses cyclistes. Il y a même une course Vincennes-Bordes. Juste Salon de Provence a accueilli pendant très longtemps des colonies de vacances d'enfants qui venaient de Blanzy. Alors, il y a aussi Aulnon, près de Saint-Quentin, qui est jumelé maintenant, hein, après l'adoption de 1920-21, avec Vouvray. Alors, il y a Coligny qui pourrait être jumelé avec Agneau, non? Je crois. Et Trucy, alors Trucy, il y a eu une éclipse. Hein. Actuellement, les liens sont très forts avec la ville de Fontenay-sous-Bois. Mais ça vous rappellera quelque chose. L'invitation pour la précédente conférence en 2009 montrait justement un groupe de jeunes de Fontenay devant la place de Fontenay-sous-Bois à Trucy. Juste. Pardon. Oui, monsieur. Juste un témoignage, je suis né à Marseille, à côté. Excusez-moi pour tout à l'heure. Non, je suis né à Parignan, sous les avions. Mes parents étaient brestois. Et la vie m'a fait faire un peu le tour de France. Et je suis arrivé dans l'Aisne qui a 12 ans. Et je peux vous dire que quand on est né dans l'Idi, qu'on a vécu dans l'Idi, j'y ai vécu la moitié de ma vie, il faut venir dans ces régions pour comprendre un petit peu ce qu'a été la guerre. On n'imagine pas du tout, quand on n'a pas connu, quand la région n'a pas connu l'invasion des troupes allemandes, un peu en 40, pas du tout en 14-18, bien sûr, on n'imagine pas du tout ce que ça peut être. Et moi, il a fallu que j'habite là pour découvrir que ce qu'a pu être, et je ne fais que deviner ce qu'a pu être le quotidien des gens de la région. Vous faisiez allusion au pillage, aux destructions des champs, aux réquisitions, etc. Et puis un autre petit mot par rapport à ce que vous disiez de la crainte des communistes. Rappelez-vous qu'en 18, on envoie un corps expéditionnaire en Russie du Nord et que Churchill dit il faut tuer dans l'œuf la révolution russe. Petite question, monsieur. Oui. Oui, sans population double du Vaucluse à l'époque. Oui, c'est une corporation. Je suppose qu'aujourd'hui c'est la même. Bonne question, je suis pas sûr. J'ai pas les chiffres en tête. Je n'ai pas entendu la question. Le rapport de population aujourd'hui entre l'Aisne et le Vaucluse. L'Aisne, on est toujours à peu près au même niveau. On est à 540 000 habitants. Et le Vaucluse en a gagné, mais j'ai pas le chiffre en tête et continue d'en gagner. Même si ça reste un département très agricole, et même s'il y a une déprise agricole actuellement. Enfin, vous avez aussi bien compris, hein, petit mot d'humour, que ce n'était pas l'actualité politique de l'an dernier qui avait beaucoup associé le département de l'Aisne et le département du Vaucluse qui nous avait amené à parler ce soir. Vous n'avez pas l'accent, monsieur, vous n'êtes pas originaire de... Je vais vous faire une confession, je suis lillois d'origine. Mais je vis en Vaucluse depuis 1994. Il y a 546 000 habitants dans le Vaucluse. Merci. D'accord, c'est-à-dire un peu plus que dans l'Aisne maintenant. Oui. Oui, moi je suis un peu étonnée par rapport à tous ces châteaux qui a quand même été une commune détruite à quasiment 100% puisqu'il y a une seule maison qui a gardé une toiture. On a dans les archives de la mairie que je connais quand même bien, jamais vu quoi que ce soit sur cette association, sur des aides. Et nous, à Coucy, si on a pu avoir de l'eau potable, c'est parce que les Américains nous ont avancé l'argent pour refaire toutes les conduites. Sinon, on n'avait strictement rien, et ça jusque 22, 23. Donc je suis un peu étonnée. Alors après, j'espérais avoir une réponse à ma question, c'était de savoir
d'où sont sortis un peu d'argent d'île de la Réunion et un peu d'argent de Carcassonne, et dans les années 27-28. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pareil, dans les archives, il n'y a rien, strictement rien. Et si on pose la question à Carcassonne, alors là, Non, on n'existe même pas, de toute façon. Non, mais alors là, c'est-à-dire qu'on retombe sur un aspect qui a été évoqué à la marge dans l'histoire de l'adoption par le Vaucluse de Fresnoy-le-Grand. C'est-à-dire qu'il y a le rôle, si vous voulez, de personnages qui sont les acteurs, les chevilles ouvrières de ces adoptions, de ces aides, de ces parrainages. On peut en citer de très nombreux. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont membres d'associations, qui ont des relations, des cercles de relations, et qui vont pouvoir mobiliser un certain nombre de fonds pour venir en aide. L'exemple, alors je vais me rapprocher un petit peu de chez vous, enfin pas tout à fait, l'affaire par exemple, qui a été adoptée avant l'Union des grandes associations par Nice, tout simplement parce que le conseiller général de l'affaire, qui s'appelait Alfred Maguin, donc, qui était l'industriel de Charmes, avait une résidence secondaire sur la Côte d'Azur. Il avait donc des relations avec les élites politiques niçoises, et même au-delà, donc dans toutes les Alpes-Maritimes, si bien qu'il a aussi obtenu de l'aide du Conseil général pour le canton de l'Affaire et pour Charmes également. Donc ça, c'est toujours extrêmement important. Et même, bon, et là, pour la Réunion, là, donc, je me souviens qu'il y a l'île Maurice aussi qui a adopté Landifailly et Bertheignemont. Là, il y a des personnages, que je n'ai pas pu identifier encore, mais qui existent. Alors, pour l'histoire de Carcassonne, c'est tout simple. Le lien, c'est Viollet-le-Duc. Dans la mesure où si, comme Carcassonne, ont été restaurés par Viollet-le-Duc, là, il faudrait chercher du côté d'architectes, etc., qui ont pu mobiliser, réunir dans la reconstruction, associer pour la reconstruction, donc les deux villes qui avaient été aidées par Viollet-le-Duc. Mais c'est très difficile, vous savez, pour trouver l'abbé Moussu, curé de Mons, qui va retrouver des copains de séminaire d'ici des Moulineaux à Aix-en-Provence, qui lui permettent d'accéder à l'archevêque d'Aix, au maire Jourdan d'Aix, etc. C'est pas simple du tout, si vous voulez. Il y a sans doute la réponse, appel aux chercheurs, dans la presse locale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y a pas que des articles comme ceux que je vous ai lus, même dans la Dépêche de l'Aide. Il y a une mine d'informations qui relate justement un courrier qui est arrivé par l'intermédiaire de telle association ou tel personnage qui est venu à tel endroit et qui va ensuite porter la bonne parole pour récupérer des fonds. Et ça, ces acteurs, c'est à mon avis quelque chose de très important avant la mise en place de ce que moi j'appelle le devoir d'adoption, c'est-à-dire on attribue tant de communes à tel département et puis il faut les adopter. Là, il n'y a pas de lien, si vous voulez, c'est imposé. Alors que dans le cas de l'île Bourbon, ou dans le cas de, vous avez aussi le pourquoi, par exemple, on en avait déjà parlé, Haiphong verse de l'argent, des centaines de milliers de francs, à Chavignon. Pourquoi? Bon, c'est parce qu'il y a un lien avec un personnage qui est justement à la chambre de commerce de Haiphong. Pourquoi le village de Crâne, complètement détruit, bénéficie-t-il de plus de 650 000 francs du comité suédois de Stockholm? Eh bien, il y a, comme on dit maintenant, une interface. Et cette interface, bon, on l'identifie parfois, on ne l'identifie pas encore, mais bon, dans le cas de Crâne, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à sensibiliser les Suédois, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un originaire de Crâne qui travaille au ministère des Affaires étrangères et qui est donc en relation avec la communauté suédoise de Paris. Et à partir de là, vous comprenez aussi que la plaque qui est en haut de l'escalier monumental dans l'hôtel de ville de Crâne, qui rappelle que la ville de Crâne veut rendre hommage aux enfants de Suède qui sont tombés dans les environs. Quand vous regardez, vous savez que les Suédois étaient neutres, donc ils ne pouvaient pas être dans la guerre. Donc ça veut dire que les seuls Suédois qui pouvaient combattre et tomber aux environs étaient dans l'armée française, dans la Légion étrangère. La liste des légionnaires suédois qui sont tombés
pendant la Première Guerre mondiale, on l'a, et quand on regarde les lieux où ils sont tombés, c'est tout sauf le chemin des dames. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un mensonge érigé en vérité, de façon à justifier a posteriori une aide qui est arrivée à partir d'autres motivations. C'est que c'est un peu le même cas à Dresde, hein, on en discutait, oui, où les Danois ont financé, ont donné 246 000 francs pour la création d'une maison d'accouchement. Donc, ce qui peut paraître... mais moi, j'ai été frappé aussi par le fait que finalement, des villes étrangères se soient manifestées bien avant les villes françaises pour adopter. Des villes américaines en particulier, ou des villes anglaises ont été plus promptes à l'adoption que les villes françaises. Est-ce que ça a déclenché le mouvement, ou ça a catalysé le mouvement en France? C'est pas impossible. ça voudrait dire que l'histoire du 15e corps ne serait pas... Je n'irai pas jusque-là. Le 15e corps a inspiré au-delà des frontières. Bon, merci pour votre attention. Merci.